Et coucou et bienvenue entre deux pages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, une vidéo de discussion. Elle m'a été inspirée suite au visionnage de la première vidéo de l'armoire au truc sur qu'est-ce qu'un classique. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos, c'est super intéressant. N'hésitez pas à aller voir parce qu'elle fait du coup la définition de ce qu'est un classique et c'est très documenté, c'est vraiment hyper intéressant. Et une collègue m'avait demandé expressément de lui conseiller des classiques, donc je me suis dit que ça serait intéressant de faire une vidéo sur ce thème-là et partir sur l'angle de ma relation à ces livres qu'on appelle des classiques, pour moi déjà, et puis des classiques dans le sens large, c'est-à-dire de ce qu'on étudie d'abord à l'école. Donc démarrer déjà par là, par les lectures scolaires, parce que comme tout le monde, j'ai démarré par l'école, par les conseils et les lectures imposées au niveau de l'école. Donc le problème, c'est qu'à cette époque-là, il y a quand même un décalage entre les envies et le style des auteurs qu'on étudie en tant qu'adolescent. Parce que clairement, on n'a pas envie d'aller lire certains livres et au contraire, d'autres nous transportent vers des univers qu'on n'aurait pas été forcément chercher. Et c'est intéressant de se confronter à ces textes. Après, moi, ce qui m'est beaucoup arrivé à ces périodes-là, c'est de lire beaucoup plus les lectures complémentaires, c'est-à-dire les listes que nous fournissaient les professeurs, donc de lectures complémentaires en plus des lectures imposées. Et ça m'est arrivé de ne pas lire certaines lectures imposées, notamment, je me souviens de... Je vous mettrai les couvertures ici parce que du coup, c'est des livres que je n'ai pas à la maison parce que je m'en suis débarrassée bien vite. Je n'ai pas lu Nadja d'André Breton, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Je suis totalement hermétique à André Breton. Voilà, c'était une catastrophe pour moi cette lecture. J'ai dû lire, allez, on va dire 40 pages. C'est pas possible. Je ne peux pas. J'ai d'ailleurs fait une lettre de mémoire à mon professeur de français de première pour lui expliquer pourquoi je n'avais pas lu ce livre, en lieu et place de la dissertation demandée. Il ne m'a pas noté, bien évidemment, mais voilà. Donc c'est une anecdote de livre de classiques que je n'ai pas lu et que je n'ai pas eu du tout envie de lire. Après, il y a eu des livres, comme je vous disais, marquants. Donc je vais vous en présenter trois. Trois livres que j'ai lus dans mes années collège et lycée et qui m'ont plutôt marqué parce que oui, c'était vraiment des lectures très très marquantes pour l'époque. Le premier livre qui m'a marqué en tant que vraiment lecture classique, c'était Antigone de Jean Anouilh. Donc là c'est aux éditions de la Table Ronde. J'ai lu ça en troisième. D'ailleurs il y a mon nom sur, sur la tranche comme on faisait à l'époque. Voilà, j'ai écrit mon nom partout sur la tranche. Tout va bien. C'est donc une pièce de théâtre adaptée du théâtre classique. Il y a une histoire avec Oedipe. Alors, ne me demandez plus parce que je ne sais pas enfin, je me souviens plus, pour tout vous avouer, de la teneur de cette pièce. Je sais juste que j'avais beaucoup aimé, donc il faudra que je la relise à l'occasion. Et c'est une de mes premières lectures vraiment, on va pas dire coup de cœur, mais une de mes très bonnes lectures imposées par les cours, donc en troisième. Ensuite, on passe au lycée avec deux choses. La première, je crois que la première lecture que j'ai faite, c'était en seconde. J'ai étudié Les liaisons dangereuses de Claude Herlot de Laclos. Là, c'est sur une version au livre de poche avec l'affiche du film avec Catherine Deneuve. Très très moche cette édition d'ailleurs. On va suivre dans cette histoire deux personnages principaux, la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont, qui s'échangent des lettres. Il y a la jeune Cécile Volanges qui va être prise sous l'aile de la marquise de Merteuil. Le problème, c'est qu'il va y avoir un espèce de triangle amoureux si on veut. C'est très noir
C'est très glauque, c'est vraiment quelque chose de assez particulier parce que c'est un roman épistolaire, donc c'est le format épistolaire qui m'avait beaucoup plu à l'époque. Et en fait, tous ces personnages avec le chevalier de Danceny, je crois, je ne sais plus s'il est chevalier, mais le jeune Danceny qui va être le prétendant de Cécile Volanges. Et il va y avoir une espèce de, comme ça, d'imbroglio entre tous, et la marquise de Merteuil est un personnage absolument saisissant de perfidie et de calcul. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman épistolaire, et franchement c'était machiavélique à souhait. Et le format, en tant que, voilà, que format épistolaire, est assez facile à aborder, même s'il y a quand même des histoires très politiques et d'implication entre les différentes familles qui sont quand même... Faut s'accrocher pour les aborder quand même, mais donc, si on aime le style du XVIIIe siècle, c'est tout à fait abordable sans souci. La troisième lecture que j'avais faite à l'époque, donc là c'était en première, je l'avais faite en anglais, donc là j'ai la version française, donc à l'époque je l'avais étudiée en anglais et jouée d'ailleurs en anglais, donc c'était A Cat on Hot Tin Roof de Tennessee Williams, La chatte sur un toit brûlant. On va suivre Margaret et Brick qui sont mariés, et en fait c'est un mariage qui prend l'eau vraiment dans une Amérique du Sud profond avec des problèmes d'alcoolisme, de violence conjugale. C'est là encore très très glauque avec une ambiance hyper pesante, mais le personnage de Margaret est très bon dans sa folie, c'est même pas une folie, elle est perdue avec son mari. Brick est complètement dévastée et s'est réfugiée dans l'alcool. Et Margaret essaye de rabibocher tout en s'éloignant. Je t'aime, je te fuis. Enfin, c'est un petit peu bizarre. Il y a la famille de Brick au milieu. Là encore, on est sur une pièce de théâtre. Je suis assez friande du genre théâtral. Enfin, j'étais assez friande du genre théâtral à l'époque parce que c'est un format assez court. Là, on est sur des répliques hyper cinglantes, c'est du tac au tac. Donc en anglais, c'était particulièrement savoureux à jouer. Et les scènes où je jouais le grand monologue hystérique de Margaret étaient assez truculents à faire. Donc un très très bon souvenir. Et par la suite, je suis allée en fac de lettres, ce qui m'a permis d'approfondir les choses et en même temps ne pas vraiment savourer puisqu'on avait affaire à des textes qu'on allait décortiquer de fond en comble. Et en fait, au bout d'un moment, trop d'analyse tue le plaisir, hein, parce que voilà, analyser chaque phrase et dire l'auteur pensait ci, pensait ça, c'est vraiment des conjectures qui, après coup, me paraissent complètement démentes, mais c'est pas grave. C'était intéressant de voir ces hypothèses. Et quelque part, en fac, j'ai eu des côtés, des périodes qu'on a étudiées qui ne m'attiraient absolument pas. Je pense par exemple à la littérature du Moyen-Âge, que j'ai eu énormément de mal à aborder parce que la langue moyenâgeuse ne m'attire absolument pas, et d'étudier les textes dans la langue de l'époque, ça m'a complètement rebuté, et pourtant ça aurait pu être intéressant parce que tout ce qui est Tristan et Isolde, enfin vraiment le roman courtois de l'époque, pourquoi pas, mais après non, la langue c'était pas possible. Donc je me suis rabattue sur plusieurs choses. Là encore du théâtre, je vous le mettrai ici parce que impossible de retrouver, de remettre la main dessus alors que j'adore cette pièce, donc je ne sais pas à qui je l'ai prêtée. Il va falloir que je la récupère parce que c'est pas possible, je ne peux pas ne pas relire cette pièce, donc il faut que je l'ai à la maison. C'est La résistible ascension d'Arthur Louis de Bertolt Brecht. Je l'avais étudiée en deuxième année, en cours de littérature comparée, me semble-t-il. Ça se passe dans le New York des années 20 pendant la Prohibition, mais il y a tout un parallèle entre la mafia italienne qui est traitée dans cette pièce et l'ascension au pouvoir d'Hitler,
et du parti nazi. C'est absolument saisissant parce qu'il faut savoir que Bertolt Brecht a écrit cette pièce à l'époque où Hitler était au pouvoir, donc c'est quand même très culotté de sa part. Il avait quand même pas froid aux yeux parce que le parallèle est quand même assez visible pour qui a posteriori connaît l'histoire, mais je pense qu'à l'époque c'était quand même assez visible. De mémoire, je crois d'ailleurs que Brecht est parti d'Allemagne, il a senti le vent tourner, je pense. Et ça m'avait vraiment passionné cette pièce. On est sur des trafiquants de pommes de terre, si ma mémoire est bonne. Et donc il y a vraiment tout un côté sur la prohibition aux États-Unis à cette époque-là. Mais il y a un espèce de microcosme mafieux avec des luttes d'influence, des jeux d'influence dans ce clan. C'est vraiment là encore pesant, mais moi ça me plaisait bien et ça me plaît encore. Franchement, c'est une pièce que j'aime à relire assez régulièrement. Et ensuite, une autre pièce que j'avais beaucoup aimée aussi en fac, l'illusion comique de Corneille. Donc Corneille, on le connaît surtout pour son théâtre classique, pour les tragédies, que je n'ai absolument pas lu. Hein. Soyons clairs, ça ne m'a jamais attiré d'aller lire des tragédies classiques. Mais l'illusion comique de Corneille m'a beaucoup attirée parce qu'on étudiait à l'époque le théâtre dans le théâtre. Et donc on va avoir affaire à une histoire de magicien, oui c'est ça, et il va y avoir une histoire de théâtre en fait dans cette pièce. Il va y avoir une histoire d'acteurs et de jeux de théâtre. Donc le principe du théâtre dans le théâtre, moi je trouve ça génial, les espèces de poupées russes comme ça. C'est très très intéressant et on a affaire à du Corneille version comique, sans que ce soit du comique qu'on voit par exemple chez Molière, qui est avec des schémas très très préconçus et qu'on connaît quand même, des mécanismes qu'on connaît. Là j'ai trouvé ça beaucoup plus fin. C'est pas drôle à s'en tenir les côtes, mais c'est assez subtil et j'avais vraiment beaucoup aimé cette pièce. J'avais trouvé ça vraiment très 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 sympa. Et le dernier que j'avais aussi étudié en littérature comparée, c'était le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. Là en édition pocket, elle est extrêmement extrêmement moche cette couverture, c'est une catastrophe. Bref, le rose, l'association du rose et du vert, non jamais, hein, jamais faire ça, bref. Mais l'histoire de Dorian Gray m'avait transportée, même si elle est horrible, hein, soyons clairs. On a affaire à un homme qui ne veut pas vieillir et qui va avoir un portrait de lui qui va vieillir à sa place. Donc c'est l'introduction de la littérature fantastique avec le personnage de Lord Henry qui est absolument exécrable, pour ne pas dire odieux. Enfin voilà, juste ce personnage-là m'avait... Voilà, j'avais trouvé ça vraiment excellent, mais dans l'horreur en fait. Et il y a des choses, j'avais noté des... Oui, il y a des annotations carrément dans le... Je faisais beaucoup d'annotations dans mes livres à l'époque. Voilà, une histoire fantastique, absolument saisissante, avec le personnage de Dorian qui rentre dans cet engrenage et puis qui se laisse porter et c'est fini quoi au bout d'un moment. Donc une lecture assez saisissante et qui m'avait beaucoup plu à l'époque. Il faudrait que je le relise à l'occasion, ça serait une bonne idée. Donc à la fac, moi ce qui m'a plu c'est justement cette ouverture vers d'autres classiques, des choses qu'on ne connaissait pas forcément. Voilà par exemple Corneille, qu'on connaît essentiellement pour ses tragédies, là c'était une comédie, du Brecht, que c'est pas un auteur dont on entend beaucoup parler, donc c'était vraiment s'ouvrir sur d'autres choses. Après les analyses ne m'ont pas transcendé non plus et c'était pas ça que je recherchais à l'époque, c'était plus aller vers d'autres titres que ce qu'on connaît habituellement et ce qui nous vient à l'esprit quand on évoque les classiques. Et j'ai eu un moment de flottement après la fac où j'ai plus du tout lu de classique parce que j'avais plus envie en fait. J'avais envie de me mettre à autre chose. Donc je me suis mis à des contemporains, à du jeunesse, du young adulte.
voilà, d'autres choses. Et j'ai eu envie ces dernières années de me remettre, de me remettre au classique, enfin moi me remettre, mais pour se mettre au classique après coup, après cette période où on vous baigne dedans, en fait, pour justement apprécier les œuvres en tant que telles et pas pour les analyses qu'on peut en tirer. J'avais l'impression d'avoir des espèces de boules de poils monstrueuses et puis on tire un bout, on tire un fil et on voit qu'est-ce qui sort de là-dedans, mais au final, est-ce qu'il y a vraiment des fils à tirer plus que d'apprécier juste l'écriture de l'auteur et puis c'est tout quoi. Enfin, le pur plaisir de lire par curiosité, parce qu'on en a envie, des choses que j'ai étudiées justement à la fac et beaucoup trop décortiquées, et j'ai envie de revenir aux sources, au texte lui-même, et de me plonger aussi. Il y a quelque chose que j'ai envie beaucoup en ce moment, c'est de me replonger dans des classiques de la littérature jeunesse, notamment suite à ma lecture du manga Le Maître des Livres, qui donne énormément de références en termes de classiques jeunesse. Et je vous en présenterai d'ailleurs bientôt quelques-uns que je me suis procuré d'occasion, parce que j'ai découvert en fait ces titres via des adaptations, que ce soit des films ou des dessins animés. Et j'ai envie de découvrir les titres originaux, que ce soit par exemple Peter Pan, Mary Poppins, La Petite Princesse de Franz Hudson Burnett, Tom Sawyer, enfin il y a des choses comme ça, voilà, c'est du jeunesse, on le connaît parce qu'on a vu les dessins animés ou les films, et moi j'ai envie d'aller me plonger dans les textes originaux, voir si ça vaut vraiment le coup et si c'est vraiment aussi bien que ce que les adaptations ont pu nous montrer à l'époque. Et du coup, je vais terminer cette vidéo en vous proposant quelques titres récents, enfin lus assez récemment, que j'ai lus assez récemment, qui pour moi font une bonne introduction, on va dire, au classique et à ce style, même si il n'y a pas vraiment de style classique, hein. Vous verrez dans la vidéo que dont je vous ai parlé au tout début, si vous allez la voir. Donc c'est des choses voilà, que moi je considère comme des classiques. Après, je ne sais pas, il y en a certains, je ne suis pas encore entrée dans les mœurs comme étant des classiques, mais pour moi c'en est. Donc voilà, c'est 5 titres que je vous propose. Le premier, je vais vous le mettre là parce que je crois que je ne l'ai pas en papier. Je l'ai lu, il me semble, en numérique. C'est Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Ça, c'est une des plus belles pièces de théâtre que j'ai lues de ma vie. Une des plus belles histoires d'amour, une des plus terribles aussi, entre Cyrano et Roxane, sa cousine. Donc Cyrano est amoureux de Roxane, sauf que Roxane n'est pas amoureuse de Cyrano. Et voilà, un des plus beaux triangles amoureux qui soit. et Cyrano est un personnage absolument attachant et doté d'un langage extraordinaire. Il y a des répliques dans cette pièce de théâtre culte, vraiment. Et je vous invite vraiment à la lire parce qu'elle est vraiment très très courte, donc ça se lit extrêmement bien. Pour rester dans le théâtre, je ne saurais trop vous conseiller un classique, mais de chez classique, Roméo et Juliette de Shakespeare. D'ailleurs, tout le théâtre de Shakespeare, allez lire Shakespeare, c'est extrêmement beau. À lire Shakespeare en anglais d'ailleurs, parce que je trouve ça extrêmement beau. Les traductions sont assez bonnes, mais c'est vrai que j'aime bien lire Shakespeare en anglais ou en bilingue, histoire d'apprécier le phrasé en fait de Shakespeare, qui je trouve est absolument superbe. Et l'avantage de commencer par Roméo et Juliette, c'est que l'histoire est connue de tous et de toutes, je crois. Et quand on connaît l'histoire, finalement, c'est beaucoup plus simple de se mettre dans un classique. Moi, je trouve. De connaître l'histoire avant, ça permet vraiment de se mettre dedans. Et c'est vraiment une très très bonne pièce. C'est pas la seule, hein. Il en a fait d'autres qui sont très bien. La Tempête notamment, ou Songe d'une nuit d'été, que j'aime beaucoup. Mais ça reste une pièce phare qui mérite d'être lue chez Shakespeare. Ensuite, si on passe au roman, le premier que je vous conseillerais, je le mettrai là. Pareil, je sais pas où je l'ai mis. Je l'ai pourtant, mais je sais pas où je l'ai mis et il faut que je le retrouve. C'est Le joueur d'échecs de Stefan Zweig.
On est sur une thématique assez dure puisqu'il y a vraiment un parallèle avec la Seconde Guerre mondiale qui est assez présent. C'est un texte très court, c'est ce qu'on peut appeler une grosse nouvelle ou une novella ou un petit roman. Ça doit faire 120 pages à peu près, donc c'est très court. Mais c'est extrêmement intense, c'est très émouvant et Zweig a vraiment un style assez incomparable. Donc à découvrir aussi. Quelque chose de très récent, de très récent pour un classique. Des souris et des hommes de John Steinbeck. Je sais même pas s'il est catalogué en classique parce que ça date je sais plus, des années 30 peut-être, 1930, 1940. On est pareil aux États-Unis, même période de la prohibition dont je vous parlais tout à l'heure. Dans les États du Sud où les gens, après la Grande Dépression, sont complètement sont sur les routes, en fait, errent sur les routes et cherchent absolument du travail pour avoir à manger. C'est tout simple. Il y a vraiment un espèce d'exil sur les routes et de génération de travailleurs itinérants dont font partie Lenny et George, qui sont deux amis. Donc Lenny est, on va dire, un peu lent à la détente. Et George, lui, est tout à fait de base, quoi. Enfin, c'est vraiment le kidam de base. Et il s'érige en protecteur de ce grand bonnet de Lenny qui va malheureusement, et à chaque fois qu'il s'arrête sur une étape, s'attirer des ennuis plus ou moins graves. J'en ai des frissons rien que d'en parler de ce livre. C'est extrêmement poignant, émouvant. C'est une histoire d'amitié incroyable. Franchement, ça se lit tout seul, mais c'est une claque monumentale. Une galerie de personnages, tous plus forts les uns que les autres et certains complètement qu'on a envie d'étaler le long du mur tellement ils sont horribles, et d'autres qu'on a envie de prendre dans les bras parce que c'est terrible ce qui leur arrive, quoi. C'est vraiment ça. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Moi j'ai adoré ce livre et c'est pareil, c'est un livre tout court, donc ça se lit tout seul et extrêmement bien et ça vous retourne dans tous les sens. Et le dernier que je vous conseillerais, c'est un gros pavé par contre, et un vrai classique parce que ça date du 19e, Jane Eyre de Charlotte Brontë. Il faut savoir que je n'ai pas lu les autres livres des sœurs Brontë, c'est le seul que j'ai lu, mais j'ai beaucoup aimé cette histoire. L'histoire de Jane Eyre qui est une orpheline qui est embauchée en tant que gouvernante à Thornsfield et puis qui va s'éprendre de Rochester. Rochester qui est un personnage, moi j'ai fantasmé sur Rochester en lisant ce livre, je trouve sublime ce personnage, même s'il est assez, c'est un sacré macho quelque part, mais voilà, il a un charisme quand même, et le personnage de Jane Eyre est voilà, c'est une femme à qui on aimerait ressembler, quoi. Franchement, moi j'ai vraiment aimé cette plongée dans l'Angleterre victorienne. Le style de Charlotte Brontë est saisissant de réalisme et pourtant d'humanité. Ça se lit tout seul malgré le gros pavé. Si vous avez envie de tenter les classiques et que vous aimez les histoires d'amour fleuve, n'hésitez pas, lancez-vous dans Jane Eyre. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les classiques. J'espère que certains de ces titres vous auront intrigué. Si vous en avez lu, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. Et puis, n'hésitez pas à me dire, vous, votre relation au classique, comment ça a démarré avec l'école, j'imagine, comme tout le monde. Mais est-ce que vous aviez une relation un petit peu plus conflictuelle quand vous étiez en cours? Ou est-ce que vous avez trouvé des choses qui vous ont intéressé à l'époque? Et comment ça a évolué avec le temps? Est-ce que vous lisez toujours des classiques ou est-ce que ça vous est passé voilà, avec le temps? Venez me dire tout ça en commentaire, ça m'intéresse et puis j'espère vous avoir intéressé.
Et puis on se retrouve tout bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!